commencer, on a prévu un premier temps pour repartager ensemble les enjeux environnementaux. Donc, vous l'avez vu, on va parler de décarbonation, on va parler de mobilité. On avait envie de commencer par reposer ensemble un constat, se disant que voilà, on a encore besoin peut-être de partager quels sont les défis environnementaux que l'on rencontre, quels sont peut-être ceux que l'on rencontrera aussi demain. Mais en tout cas, de refaire le point ensemble sur les défis environnementaux à l'échelle mondiale et peut-être aussi à l'échelle bretonne. Est-ce qu'on a des spécificités? Donc c'est pour ça qu'on a invité Frédéric Jean, chercheur, directeur donc, de l'IUM, pour un premier propos introductif sur les enjeux environnementaux, d'où on part et quels sont les défis à relever tous ensemble. Ouais, merci. Bon, j'ai choisi un petit peu de... Je me suis dit, il faut resituer un petit peu le contexte avant d'attaquer sur le constat de l'état de l'environnement lié aux activités humaines. Donc, en fait, j'ai fait le choix de vous introduire un petit peu des notions de contexte, de responsabilité, d'ordre de grandeur. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu sur les ordres de grandeur que tu présentais tout à l'heure. Bon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, nous vivons, nous n'y pouvons pas grand-chose les uns et les autres. Nous vivons dans une société industrielle ou post-industrielle dans laquelle le besoin en énergie est absolument insatiable. Et pour des raisons qui sont liées à la base de fonctionnement du système. C'est-à-dire que, en fait, on est dans un système capitaliste qui a besoin d'agents productifs. Et notre besoin d'énergie insatiable est lié à cette volonté permanente d'augmenter la productivité des systèmes. Donc ça, c'est le paradigme de base dont on peut partir. Ça peut faire peur, on peut se dire « Oula, putain, ça y est, il part complètement sur des trucs politiques ». Pas du tout, hein. C'est juste que c'est un constat tout bête, c'est comme ça, on est dans ce monde-là. Et dans ce contexte-là, le pétrole, les énergies fossiles, c'est de la balle. C'est de la balle parce que pour 1 ou 2 euros, vous pouvez acheter 1 litre d'essence. 1 litre d'essence en termes d'énergie déployée, c'est à peu près 10 kWh. Et 10 kWh, c'est à peu près l'énergie que peuvent déployer en 24 heures 2 travailleurs très physiques. Un travailleur très physique, avec ses bras, il déploie par 24 heures, si vous le soignez correctement, votre petit esclave, là... il déploie 5 kWh. OK ? Donc je voulais situer un petit peu ça dans le contexte. Il faut bien comprendre que du coup, en fait, forcément, dans un système comme celui politique et économique, comme celui dans lequel nous vivons, ben vous pensez bien que forcément, si pour 1 à 2 euros, vous pouvez vous payer 2 esclaves énergétiques, ça coûte moins cher que de se payer des vrais esclaves. Ouais, que de se payer des bras physiques, pour parler... correctement. Bien. Pour resituer les ordres de grandeur, un Français, un Européen moyen à l'heure actuelle, hors activité strictement professionnelle, il consomme à peu près 30 000 kWh par an. C'est à peu près ce qu'on consomme. Alors vous pouvez faire quelques calculs, on peut tenir compte des rendements, hein, toutes les machines ne fonctionnent pas avec un rendement de 100%. Par rapport à l'énergie qu'on y rentre, elle restitue, par exemple, un moteur restitue une énergie mécanique qui correspond à peu près à 20 à 40% de l'énergie qu'on lui a injectée avec le pétrole. Hein. Et vous pouvez calculer comme ça que, en gros, tout Européen, tout Français vit en permanence, vous, moi, tout le monde dans cette salle, vit en permanence à peu près, avec à sa disposition... pendant 1 an, 24 heures sur 24, à peu près 400 à 500 esclaves énergétiques. D'accord ? Donc l'énergie que nous déployons dans nos activités, ça correspond à l'énergie que déploieraient dans nos sociétés à peu près 400 personnes. D'accord ? Pour se déplacer, par exemple... Alors, du coup, j'ai pris un petit exemple. J'ai cherché... une mob 50 cm3. Alors ça n'existe plus les mobs, hein. Vous avez des scooters maintenant, mais moi j'avais une mob, hein. Voilà, c'était comme ça.
ça fait à peu près 2 à 3 kW de puissance. D'accord ? 2 à 3 kW de puissance, quand vous vous déplacez, c'est l'équivalent de l'énergie déployée par à peu près 18 cyclistes. D'accord ? Donc quand vous faites un trajet en mob, en fait, vous dépensez une énergie concentrée dans les petits litres d'essence ou de mélange que vous avez dans votre réservoir. L'énergie équivalente à celle que déploieraient à peu près 18 cyclistes. Mais 18 cyclistes, il faut leur donner à bouffer pour qu'ils déploient cette énergie-là. Et ça coûte plus cher que 1 à 2 euros. Vous voyez ? Une petite voiture, j'ai pris l'exemple d'une Twingo. Ça n'existe même plus, les Twingo. Mais enfin, si, il y en a encore quelques-unes qui roulent. C'est 60 chevaux, ça fait à peu près... alors, quand on dit 60 chevaux, ça correspond effectivement à peu près à l'énergie déployée par un attelage de 60 chevaux. Qui peut se payer un attelage de 60 chevaux? Donc en fait, l'énergie dont nous avons ce besoin insatiable, en fait, elle est vraiment pas chère. C'est vraiment pas cher puisqu'on peut tous se payer 500 esclaves. Très facilement, enfin en vivant très facilement. Je ne vais pas dire que c'est très facile tout le temps, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est finalement, ça coûte moins cher que d'entretenir ces 400 ou 500 esclaves. Donc une petite voiture, voilà, c'est 60 chevaux. Et ça correspond, pour revenir aux cyclistes, ça fait, que j'ai calculé, ça fait à peu près 90 cyclistes de compétition et entre 300 et 500 cyclistes normaux, comme moi quand je prends mon vélo, quoi. Ouais. Bon, alors, le fait qu'on soit en train d'utiliser de l'énergie comme ça a des conséquences, puisque, en fait, quand on brûle de l'essence pour obtenir du travail mécanique, éventuellement un peu de chaleur qui est dissipée avec, quand on brûle 1 litre de diesel, donc là je quitte la mob quand même, mais en France le diesel est prédominant, c'est à peu près ça revient à émettre 2,7 kg de CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est pour vous donner les ordres de grandeur par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Donc 2,7 kg dans l'atmosphère, et en gros, avec l'esclavagisme dont nous dépendons et dont je vous parlais tout à l'heure, bon, vous m'avez compris, c'est un esclavagisme virtuel, mais ça fait à peu près 9 tonnes de CO2 par habitant et par an. D'accord ? Donc, un Français, un Européen moyen, avec ses 400-500 esclaves, il émet à peu près 9 tonnes de CO2 par habitant par an. À mettre au regard des chiffres que tu citais précédemment. Et ça, c'est hors activité professionnelle, parce que si on compte les activités professionnelles, alors là, ça augmente. Et puis, il y a... Je suis pas sûr que dans ce chiffre, on compte le CO2 importé, puisque finalement, en fait, quand vous achetez des produits qui sont importés en France, qui viennent de Chine ou d'ailleurs, vous importez des émissions de CO2 aussi, avec, normalement. Ce qui, justement, n'est pas compté dans le commerce international à l'heure actuelle. Ouais, pas de taxe carbone. C'est ça, la taxe carbone. C'est, si on importe du CO2 qui a été émis ailleurs, on paye pour ce CO2. Eh ben non, pour le moment, ça n'existe pas. Et le CO2, c'est un gaz à effet de serre, donc je pense que ça, vous l'avez tous à peu près intégré. Le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Quand il est dans l'atmosphère, il retient le rayonnement réémis par la surface terrestre vers l'espace. Donc ça agit exactement comme une serre, c'est-à-dire ça fait comme s'il y avait un voile en plastique ou en verre au-dessus de nous, et ça renvoie la chaleur vers la Terre. Bien. Et c'est donc comme ça que notre dépendance énergétique, notre soif insatiable, induit le réchauffement climatique. Pour stopper le phénomène de manière durable, pour conserver le climat actuel à peu près, un petit peu antérieur, il faudrait qu'on descende nos émissions à 2 tonnes de CO2 par an. Donc il faut diviser par 4 nos émissions de carbone. Donc il faut avoir conscience de ces ordres de grandeur. Moi, ça me semble très important de toujours rappeler ces ordres de grandeur quand on essaye de parler de ces problématiques de réchauffement climatique. C'est-à-dire que si on veut faire une équirépartition entre humains du droit à émettre du CO2 à l'heure actuelle, eh bien, on a le droit chacun à 2 tonnes. Pas 9, pas 7, pas 5, 2, en équirépartition.
Alors, d'après les estimations les dernières estimations que j'ai lues, ça correspond à peu près à un mode de vie qui serait celui. Alors, vous allez dire, oh, on retourne à l'âge de pierre, c'est la fin. Et en fait, ça correspond à un mode de vie et à des émissions carbone qui correspondent à peu près à ce qui se passait dans les années 50-60. Donc finalement, c'est pas insoutenable non plus. Faut pas exagérer, quoi. Ouais. Ça correspond à peu près à ce mode de vie-là, donc ça veut dire moins d'avions, ça veut dire moins de bagnoles, on prend plus le train, etc., etc. Voilà. Par exemple, pour les transports, ça représente à peu près 25% de vos émissions, 30% de vos émissions personnelles. D'accord ? En comptant, je crois que là-dedans sont comptés quand même les déplacements domicile-travail, qui ne sont pas strictement des activités professionnelles. Voilà. Bon. Alors, moi, je suis océanographe biologiste. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous parler de tout, mais je peux vous parler un petit peu de ce qui se passe dans l'océan et des conséquences que ça a pour l'océan. Et d'abord, je voulais vous dire un truc. C'est qu'il faut avoir bien conscience qu'en fait, si la Terre est encore vivable à l'heure actuelle, vu tout le CO2 qu'on a émis depuis le début de l'ère industrielle, c'est parce que l'océan est là. En fait, on peut calculer assez facilement avec les modèles actuels et les observations que l'on a à l'heure actuelle en tant qu'océanographe, on peut calculer assez facilement que depuis les années 70, depuis 1970, 90% du surplus de chaleur que nous avons généré à cause de nos émissions de CO2 a été absorbé par l'océan. Autrement dit, les calories qui réchauffaient l'atmosphère terrestre ont été à 90% réabsorbées, enfouies dans l'océan. Mais ce n'est pas neutre, c'est-à-dire que du coup, forcément, ça a des conséquences sur l'océan. C'est grâce à l'océan que notre planète est encore vivable, mais ça a des conséquences pour lui. Ça a des conséquences pour nous aussi, parce que c'est une des raisons pour lesquelles on a tant de mal à appréhender le phénomène de réchauffement climatique. On a du mal à l'appréhender parce que c'est lent, ça ne va pas vite, c'est quasi imperceptible. Et on a du mal à l'appréhender pour une autre raison, c'est que nous avons conscience de notre mort. Nous avons tous conscience de la possibilité de notre mort. Et pourtant, on vit tous les jours comme si on n'allait pas mourir. Eh bien, le changement climatique, c'est exactement la même chose dans votre cerveau. C'est-à-dire qu'on peut en avoir conscience, mais c'est tellement loin, c'est un danger tellement immense, que de toute façon, on peut vivre tous les jours sans en parler et sans l'avoir en tête, tout comme on n'a pas en tête en permanence l'idée qu'on va mourir demain, ou tout à l'heure, ou dans 100 ans. Et en fait, donc, il y a deux raisons. C'est imperceptible, et on a une structure de pensée, une structuration de notre cerveau qui fait que les dangers de ce type, c'est occulté, ça disparaît, on n'en parle plus. Alors pourtant, ça a des conséquences drastiques, hein, c'est absolument phénoménal. On voit bien, vous avez vu l'été qu'on a passé, l'année 2022 qu'on a passé. Contrairement à ce que prétend le chef de l'État français, tout ça a été quand même prévisible. C'était même prévu. C'est-à-dire qu'il se passe exactement ce que les scientifiques disent depuis à peu près 40 ans. Tu m'arrêtes si je suis trop long, si t'en as marre. Alors tout ça a des conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes marins. Le milieu marin, lui, il est soumis de plus en plus souvent à des vagues de chaleur qui sont intenses et qui sont de plus en plus durables. L'augmentation des cyclones dans le golfe du Mexique, c'est des vagues de chaleur dans le golfe du Mexique, en fait. C'est la chaleur accumulée qui s'évacue dans l'atmosphère. Et c'est des quantités de chaleur absolument inimaginables. C'est 1000 bombes atomiques en même temps. Enfin, c'est un truc... on n'imagine pas la quantité de calories que ça représente, le stockage de chaleur dans la Méditerranée, dans le golfe du Mexique. Dans la Méditerranée, cet été, on a eu beaucoup de chance. On a eu un automne assez calme. On n'a pas eu de phénomène Cévenol, vous savez, les fameux phénomènes Cévenol, qui en fait sont des relargages de la chaleur accumulée dans l'océan, dans l'atmosphère, qui recondensent et qui renvoient des phénomènes météorologiques absolument dantesques sur le continent. Là, tout le monde attendait des phénomènes Cévenol et ça a dû se passer en mer, personne ne les a vus. Donc, des phénomènes météorologiques de plus en plus variables,
avec une variabilité de plus en plus importante, de plus en plus intense, des événements qui étaient séculaires qui deviennent maintenant des lieux communs, quasiment, des sécheresses et autres. Parallèlement à ça, l'augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, ça a aussi des conséquences sur l'océan, puisque les gaz sont en équilibre entre l'eau et l'air. Donc ça les acidifie, vous en avez entendu parler. Ça a des impacts, ça, sur le fonctionnement des écosystèmes. Le blanchiment des coraux, vous en avez entendu parler, mais personne ne pense, par exemple, que les coques, c'est aussi du carbonate de calcium. Les huîtres, c'est aussi du carbonate de calcium. Les crabes, c'est aussi du carbonate de calcium. Et ça a besoin d'un milieu au pH extrêmement stabilisé pour vivre. Et on ne sait pas très bien encore à l'heure actuelle quels vont être les effets de l'acidification de l'océan sur ces organismes. L'augmentation de la température, ça induit aussi des changements drastiques en termes de biodiversité. Je vais faire simple et rapide. Imaginez des espèces mobiles qui arrivent à échapper aux vagues de chaleur. D'accord ? Bon, elles arrivent à essayer de s'échapper. Maintenant, pensez à la zone intertropicale dans laquelle il y a des événements de vagues de chaleur intenses. Ben, si les espèces de la zone intertropicale s'en vont pour aller dans des endroits un peu plus frais, qui va occuper la zone intertropicale ? Puisque c'est là où vivent les espèces les plus habituées à vivre dans des eaux chaudes. Ben, il n'y a plus personne. Donc on vide. On risque de vider des parties entières de l'océan. C'est pareil sur les continents. Il se passe exactement la même chose sur les continents. C'est-à-dire que les migrations vers des latitudes plus hautes pour échapper à la chaleur en zone intertropicale, c'est une catastrophe parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Puisque c'est les zones où il fait le plus chaud. Donc nous, dans nos latitudes tempérées, on est dans des zones qui sont un peu ce qu'on appelle nous des zones refuges, des réfugiums, d'accord ? Mais quelque part, on a de la chance. Enfin, on se retrouve avec des espèces invasives, mais quelque part, on peut se demander si on n'a pas de la chance. Enfin, j'exagère un peu en disant ça quand même, faut pas. Mais vous voyez qu'il y a des endroits où ça peut devenir vraiment une véritable catastrophe. Ça modifie les compositions des communautés, le fonctionnement des communautés qui peuplent ces écosystèmes, les relations des animaux et des plantes entre eux. Ça fausse complètement tout le jeu, quoi. Et en fait, on ne sait pas à quoi ça aboutit au juste. Ça, c'est très difficile à prévoir. Donc il y a 2 grandes conférences internationales à l'heure actuelle qui s'occupent un petit peu de tout ça. Il y a le GIEC, que vous connaissez, qui s'occupe du climat et des prévisions sur le climat, donc qui sont des conférences internationales onusiennes. Donc c'est de la politique, en fait, c'est pas de la science. Ça prend les bilans scientifiques et ça fait de la politique, ou ça essaye de construire de la politique avec. Et il y en a un autre sur la biodiversité qui s'appelle l'IPBES, que peu de gens connaissent, et qui pourtant est une conférence extrêmement importante, et qui permet les négociations sur les modalités politiques pour organiser, pour parer en quelque sorte à l'érosion de la biodiversité, l'érosion mondiale de la biodiversité. Le GIEC prend en compte l'océan. Pour le moment, l'IPBES a du mal encore à prendre les zones marines. Et puis, le réchauffement de l'océan, c'est l'augmentation du volume de l'océan. Alors tout le monde ici dans cette salle pense évidemment à la fonte des glaces. Ouais, ça fond. Donc forcément, de la glace qui fond, ça fait plus de volume quand ça fait de l'eau. Mais en fait, les 90% de la chaleur qui est stockée, du surplus de chaleur qui est stocké dans l'océan, en fait, il est stocké en profondeur. Il est stocké dans des eaux qui sont relativement froides, voire très froides, à des très grandes pressions. Et quand on chauffe l'eau, l'eau se dilate. Et en fait, l'océan se dilate sous l'effet du stockage de chaleur. Donc non seulement vous avez la fonte des calottes glaciaires qui provoque une montée du niveau des océans, mais en plus, le stockage de chaleur dans l'océan dilate l'océan. Donc quelque part, l'océan, il grossit par le fond, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pas seulement par l'accumulation d'eau venant de la fonte des calottes glaciaires. Et ça a des conséquences importantes dans plein d'endroits dans le monde, mais vous pouvez aussi le constater en Bretagne. Alors, tous les phénomènes dont je vous ai parlé, là, on peut en faire le constat sur nos côtes. On peut en faire le constat en Bretagne. Si vous allez dans le Finistère Sud, que vous regardez les zones de Fouesnant, les zones du Pays Bigoudin, l'Échiagat, Tréfiagat et tout ça, la côte, le trait de côte, recule à une vitesse phénoménale, absolument phénoménale. Et il est complètement remanié. Donc tout le monde pense à des zones comme les îlots et les îles basses de tel ou tel océan. Tout le monde pense
à Saint-Louis du Sénégal, où le cordon dunaire s'est effondré en une nuit. Les gens, en une nuit, se retrouvaient à nager autour de leur maison en ruine, hein, quand même. Mais en fait, dans des zones comme le pays Bigoudin, c'est des phénomènes qu'on peut constater très facilement, qu'on étudie beaucoup. Hein. On essaye vraiment de comprendre comment ça se passe. C'est pour ça, par exemple, qu'on dit qu'il faut arrêter les ouvrages permettant soi-disant les enrochements, soi-disant de protéger les plages, puisque quand vous accumulez du sédiment à un endroit, c'est que vous l'avez pris à un autre. Donc en général, ça vide une plage pour en remplir une autre. Voire ça accélère l'érosion. Enfin, c'est des trucs complètement délirants. Voilà. Bon, il y a tout un tas de phénomènes comme ça qui, forcément, dont on sait, nous, dont on peut prédire qu'ils vont apparaître, que ce soit des phénomènes physiques, mais aussi des phénomènes écologiques. Voilà, alors, faut pas pour autant être terrorisé, enfin je crois pas, on en parlera peut-être par la suite, mais je pense qu'il faut surtout pas se laisser terroriser, faut pas faire le lapin dans les phares, quoi. D'accord ? C'est pas parce qu'on dit tout ça que d'un seul coup, il faut dire, bon bah merde, c'est pas la peine, il n'y a plus qu'à attendre la mort, quoi. C'est pas là qu'on est. Et on peut encore agir pour que les choses changent. C'est un système, le système climatique avec l'océan, il a une certaine résilience, hein, il a un temps de réponse qui... voilà, l'océan, il a stocké ses calories, il a stocké son CO2, tout ça va avoir un temps de réponse. C'est-à-dire que si on passait à 2 tonnes tous, la population mondiale demain, évidemment, après-demain, tout n'est pas rétabli. Mais ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Et ça peut avoir un effet d'amélioration assez rapide à l'échelle de quelques années. Donc le système a une capacité de récupération, il a une inertie certes, mais il a aussi une capacité de récupération qui est assez importante et qui quelque part donne de l'espoir pour agir. Voilà. Et enfin, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il faut bien comprendre que en fait, ça concerne tout le monde. Et il ne faut pas penser que... enfin, on peut le penser. On peut se dire, ouais, Bolloré, Bernard Arnault, avec leur jet, la reine d'Angleterre, c'est eux qui font tout, c'est à cause d'eux que on se retrouve avec de telles émissions de CO2, un tel réchauffement, etc. C'est vrai. C'est vrai. Mais vous êtes à 9 tonnes. Ouais. Donc il n'y a pas que Bolloré et la reine d'Angleterre qui doivent faire des efforts, de toute façon. Ouais. Voilà, je sais pas si... Merci. Une petite question de compréhension. Les océans récupèrent toute notre chaleur. Donc des fois, ça ressort par des phénomènes climatiques. Mais est-ce que l'on sait comment ça va ressortir, ces 90% de notre réchauffement qu'ils accumulent Alors pour le moment, en fait, c'est de la physique, c'est lié à la capacité calorifique de l'eau. C'est-à-dire que pour le moment, il arrive à stocker, elle est envoyée, du fait de la circulation océanique, beaucoup de cette chaleur est envoyée en profondeur. Ça, c'est la raison d'une certaine inertie du système et de la lenteur des évolutions. Ça ressort. Ça ressort et ça ressortira de plus en plus. C'est-à-dire que les phénomènes météo qu'on a évoqués, ils seront de plus en plus fréquents. Et plus on mettra de chaleur dans l'océan, plus on sera exposé à des phénomènes de ce type. Enfin, je la fais courte, mais en simplifiant, c'est ça qui va se passer. Donc ça ressort dans l'atmosphère, mais sous cette forme-là. Sous la forme d'événements violents, sous la forme de... ça peut bousiller des écosystèmes profonds qui sont habitués à des températures très très basses. On ne sait pas très bien ce que ça va faire, en fait. Là, on est vraiment dans l'observation du phénomène. Au niveau de la profondeur des océans, on est dans l'observation du phénomène. Au niveau météo, c'est exactement ce que je vous ai expliqué, je pense. C'est que ça va multiplier. Il y a un couplage extrêmement étroit entre ce qui se passe dans l'océan et ce qui se passe dans l'atmosphère. D'accord ? Il y a un département entier du CNRS qui s'occupe d'étudier les relations océan-atmosphère. Et depuis très très longtemps. Et en fait, et par exemple, c'est ce que fait aussi la NOAA aux États-Unis. Enfin, il y a des grandes agences sur le climat qui regardent très étroitement et qui surveillent les relations entre océan et climat, océan et atmosphère. Et en fait, ça ressort sous la forme d'une multiplication, d'une intensification
de phénomènes météorologiques qui, accumulés les uns après les autres, signent le changement climatique. Voilà. Je ne sais pas si un chercheur parle de politique, mais dans un des derniers rapports du GIEC, début 2022, je crois, ce qui ressortait, c'était que toutes les injonctions aux gestes individuels, en fait, pesaient peu dans la résolution des problèmes, et que là où il fallait travailler, c'était au niveau collectif, au niveau des communautés, au niveau politique, donc, et c'est des changements en fait assez radicaux politiquement. Ça. Ouais, si, un chercheur, ça peut faire de la politique, heureusement. Bon, en fait, j'imagine que beaucoup dans cette salle sont des gens qui font attention, qui éteignent la lumière, qui ne laissent pas couler l'eau du robinet pendant qu'ils se lavent les dents, qui trient les déchets, qui font du covoiturage quand ils peuvent. Moi, je ne fais pas tout le temps, hein, je fais quand je peux. Et en fait, je peux peu, je trouve. On va faire attention à tout un tas de choses. Ouais, c'est bien, c'est super. Mais c'est pas du tout suffisant. C'est-à-dire que, en fait, ce qui manque clairement à l'heure actuelle dans les pays développés et en fait un peu partout à la surface du globe, c'est une volonté politique d'ensemble, clairement, et une direction, une vision qui soit réellement déployée dans nos organisations humaines. Et c'est bien hein, de faire tous les gestes qu'on fait, il faut les faire. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas s'arrêter de les faire. Il ne faut surtout pas baisser les bras en se disant ouais, mais bon, de 9 tonnes à 2 tonnes, putain, j'y arriverai jamais, je laisse tomber. Il ne faut surtout pas se dire ça, c'est pas vrai. Tout compte, mais ce qui est sûr, c'est que il faut impérativement qu'il y ait une ligne politique d'ensemble qui soit, une impulsion politique d'ensemble qui soit donnée très rapidement là maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Et je vais le citer puisqu'on en a parlé ce midi pendant le repas, mais je vous conseille d'aller regarder un discours qu'a fait François Ruffin à l'Assemblée nationale très récemment, où il explique aux membres du gouvernement qui nous propulse une réforme d'un système de retraite, qui d'une sécurité sociale, qui de je ne sais quel problème. En fait, c'est de la fumée. Il leur dit, vous faites pitié. Et il leur assène à plusieurs reprises, vous faites pitié. Et c'est exactement ça, en fait. Moi, je trouve que dans le système politique actuel, en France et ailleurs, hein, ça fait pitié. Au regard des enjeux qui nous attendent et qui vous attendent vous, parce que j'ai en face de moi des gens qui sont quand même plutôt jeunes par rapport à moi, franchement, ça fait pitié. Et utilisez vos bulletins de vote, quoi. Surtout. Ouais, vous gênez pas pour les utiliser. Merci. On va dézoomer, ou rezoomer plutôt, sur les festivals avec Rudy, sur peut-être un paysage global. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui de l'impact carbone des festivals et des salles de musique actuelle? Oui, pour faire le lien du coup entre ce que disait Frédéric et le monde de la culture et la mobilité, évidemment. La mobilité, elle concerne 3 enjeux au niveau de la culture. D'abord, celui de son empreinte environnementale, notamment climatique. Également, ça touche au modèle économique des activités culturelles. Et enfin, à l'accès à la culture. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, j'en donne aussi quelques-uns, mais plus appliqués à la culture. Un festival, ça équivaut, en fonction de la jauge, c'est évidemment variable, mais c'est plusieurs centaines à plusieurs milliers de tonnes de CO2. Et cette empreinte carbone, elle est découpée avec un gros morceau qui surplombe tous les autres, c'est la mobilité. Ce gros morceau, il équivaut bien souvent à plus de 80% de l'empreinte climatique du festival.
Ça dépend encore une fois de sa configuration. C'est à peu près les mêmes ordres de grandeur pour des salles de spectacle. Par exemple, l'Aéronef à Lille a publié son bilan carbone et la mobilité représente 62% de son empreinte carbone. Pour un musée qui a une aura internationale comme le Louvre, on va être sur 99% de son empreinte carbone qui est liée à la mobilité, des publics principalement évidemment. Et Frédéric l'a dit, à l'échelle individuelle aussi, dans vos comportements de tous les jours, c'est le plus gros morceau de votre empreinte carbone. Ça représente un quart de ce que vous pouvez mettre sur une année. Donc le fait que ce soit un poste majeur, ça veut aussi dire qu'en fait, chaque action qu'on entreprend dans cette thématique a un effet de levier qui est extrêmement important et que du coup, c'est effectivement un sujet qu'il ne faut surtout pas oublier quand on veut réduire son impact climatique. Ensuite, il y a également un enjeu, comme je l'ai dit, sur le modèle économique des activités culturelles, notamment dans le contexte actuel qui va ne faire que se renforcer d'augmentation du coût de l'énergie, puisque c'est ce que nous montre aussi l'empreinte carbone type d'un festival ou d'une salle de spectacle, c'est que justement ces acteurs culturels sont extrêmement dépendants de la mobilité. C'est-à-dire qu'un festival, c'est de la mobilité. Il fait venir des publics, il fait venir des artistes. Et ma collègue Cécile a fait la quantification des kilomètres parcourus par les publics d'un festival breton, le No Logo, et ça représente 7 millions de kilomètres cumulés parcourus par les publics. Et du coup, on s'imagine, voilà, la plupart de ces déplacements se font par des moyens carbonés, donc forcément il y a un impact climatique qui est énorme, parce que les distances parcourues sont énormes quand on les cumule, et également un enjeu, puisque quand l'énergie multiplie par 2, par 3, par 4, parfois plus, bah forcément, ça remet en question le modèle économique des festivals qui sont extrêmement dépendants de cette mobilité. Côté public, et du coup en lien avec ces deux enjeux-là, l'accessibilité géographique devient également un enjeu de plus en plus important et discriminant, puisqu'augmentation des coûts. Donc forcément, les festivals qui sont dépendants du lointain, comme on peut le lire parfois, ben, peuvent être également en situation de difficulté dans ce contexte-là, puisque la distance coûte de plus en plus cher. Voilà pour resituer un petit peu sur le contexte. Merci. On va sortir de ce premier propos introductif qui sert à poser quelques bases pour aller à la rencontre de ceux qui agissent. Et on va commencer avec Noémie. Donc toi, tu es artiste et tu as fait le choix notamment de ne plus prendre l'avion. Il y a peut-être aussi d'autres choix, d'autres renoncements que tu as fait, tu nous diras. Comment, en tant qu'artiste, on en arrive à faire ce choix-là quand on sait qu'un artiste, il se développe il se développe notamment en dehors de ses frontières en général. Alors, juste pour le contexte, moi j'ai fait une partie de mes études en Bretagne et il y a presque 7 ou 8 ans, je suis partie vivre à Berlin et je me produisais déjà régulièrement en tant que DJ en arrivant à Berlin. J'étais de plus en plus invitée pour me produire à l'international. Et au début, j'avais un peu une démarche où j'essayais de réduire les déplacements en avion. Et en fait, assez vite, enfin pas assez vite, mais il y a quelques années, j'ai commencé à vraiment avoir des difficultés autour de l'éco-anxiété. Et vraiment, c'était assez difficile de faire des choses assez simples au quotidien parce que cette anxiété-là prenait de plus en plus de place dans ma vie. Et en commençant à me pencher sur les questions écologiques, je me suis rendu compte effectivement que les déplacements jouaient un grand rôle dans les émissions de carbone. Et en prenant la mesure en fait, des différences entre avions et d'autres modes de transport, au bout d'un moment, j'ai décidé de... Au début, c'était un peu un pari. Je me suis dit, on va voir jusqu'où je peux aller sans prendre l'avion. Et en fait, donc ça, c'était il y a presque 4 ans maintenant. Et
Et en fait aussi, je crois qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que déjà, ça me permettait de reprendre ma santé émotionnelle en charge, de me dire, bah voilà, en fait, je peux prendre cette décision si je veux. C'est compliqué pour des raisons que je peux peut-être expliquer à un moment donné dans la conversation, mais c'est sûr que c'est compliqué. Mais en tous les cas, il y a ce soulagement-là de me dire, bah, surtout en habitant à Berlin, qui est quand même une ville relativement bien connectée, c'est possible de faire Berlin-Brest en train. Ça prend du temps, c'est un petit budget, mais c'est tout à fait possible de le faire. Et je crois aussi qu'il y avait un moment où j'ai toujours des difficultés, mais dans le milieu de la musique, il y a vraiment un culte de l'hypermobilité. Plus on se produit aux quatre coins du monde, c'est associé au succès. Et je me rendais compte que ça affectait aussi mon rapport à la musique, et j'avais du mal alors que la musique, ça a toujours été quelque chose qui m'apportait vraiment du plaisir, du bonheur, où j'ai découvert plein de choses sur moi-même, sur les autres à travers la musique, et me rendre compte que la musique était associée à cette image d'hypermobilité, et que finalement, en fait, le fait d'arrêter de prendre l'avion et de prendre du recul par rapport à cette association musique, émission carbone, finalement, ça m'a permis de me reconnecter avec la musique et de retrouver du plaisir dans le fait de jouer, d'écouter et d'être et de partager ça avec d'autres personnes. Alors, qu'est-ce que ça implique très concrètement de faire ce choix ? On imagine qu'en effet, chaque date programmée, c'est du temps en plus. Est-ce que du coup, c'est des fois des dates auxquelles on refuse d'aller parce que ça ne colle pas dans l'agenda ou parce que c'est trop loin et ça ne semble pas réalisable ? Et concrètement, ça se traduit comment ? Oui, alors effectivement, donc ça prend du temps. Parfois, ça veut dire qu'on peut se produire qu'une seule fois par week-end. Si on ne peut pas combiner avec d'autres dates, c'est quand même... Il y a un coût, en énergie personnelle, il y a un coût aussi matériel. Malheureusement, on ne vit pas forcément dans un système... culturel qui récompense les personnes qui font ce genre de sacrifice. Donc ça serait intéressant de comparer la rémunération des personnes qui prennent un jour entier pour se déplacer à un festival, restent ensuite sur place, font des actions et ensuite repartent, et comparer la rémunération avec des personnes qui, ce week-end-là, passent moins de temps sur place et font aussi 3 dates. Donc il y a ce sacrifice-là qui est assez difficile. Et oui, effectivement, ça m'est arrivé qu'on me propose des dates, par exemple de jouer à New York et de faire un aller-retour Berlin-New York juste pour une date, par exemple. C'est très difficile de le faire sans prendre l'avion, donc forcément, c'est des choses auxquelles je dis non. Et là, par exemple, je suis dans un cas concret où je devais me rendre aux États-Unis au printemps. C'est un projet que j'essaye de mener depuis plusieurs années, d'aller en bateau aux États-Unis pour faire une tournée là-bas. Et là, c'est décalé, en sachant que du coup, j'ai pas prévu une tournée en Europe. Donc là, j'ai toute une tournée qui tombe à l'eau parce que je ne peux le faire que si je prends l'avion, parce que le projet de bateau que j'avais tombe à l'eau. Et donc matériellement, en fait, ça me met face à une précarité qui est parfois assez difficile à gérer. Je veux pas trop m'apesantir sur les difficultés parce qu'il y a aussi beaucoup de points positifs. Mais là, on est aussi dans une situation en Allemagne où le réseau ferroviaire, le gouvernement allemand a très peu investi dans le réseau ferroviaire. Donc il fonctionne pas très bien, et ça m'est déjà arrivé une fois au début où j'étais dans cette expérimentation de pas arriver à temps à Londres parce que le premier train avait tellement de retard que j'ai pas réussi à avoir le dernier Eurostar. Donc en fait, j'ai dû annuler la date à cause d'un retard de train. Et je suis sûre que c'est le genre de choses qui arrive aussi avec les avions, mais en fait, je passe beaucoup de temps dans des trains qui ont du retard parce qu'il y a des difficultés sur ce réseau ferroviaire, et du coup ça m'efface. Et alors il y a aussi eu des choses comme par exemple les inondations qui affectent les trajets en train, ou
ou même parfois, l'année dernière, je sais que j'ai des amis qui ont été bloqués dans le train à cause d'incendies. Et du coup, on se dit, bon, on sait qu'il faut qu'on fasse attention sur la mobilité. En même temps, les mobilités douces sont impactées différemment par les conditions climatiques. Donc ça, c'est... Voilà, je vous présente un peu en pagaille certaines difficultés, mais il y a aussi plein de points positifs. On abordera aussi les points positifs. Mais pour revenir aux difficultés, en préparant, en gros, tu me disais que les inconvénients, on va dire ça comme ça, ou les difficultés que tu peux rencontrer, parfois elles ne sont pas comprises par rapport du point de vue de tes interlocuteurs, qui peuvent être des organisateurs. Et potentiellement, elles ne sont pas comprises parce que c'est un choix qui leur paraît peut-être un peu radical, ou peut-être parce qu'ils considèrent que exceptionnellement tu pourrais prendre l'avion, mais en fait ce sentiment que ce choix il n'est pas toujours compris, et du coup la situation et les difficultés que tu rencontres n'amènent pas à beaucoup de considération, en tout cas beaucoup d'empathie et de compréhension, pas suffisamment, en tout cas c'est le cas de ton projet de résidence aux États-Unis, où au final tu te retrouves un peu toute seule à chercher une solution compliquée. Oui, il y a des organisateurs qui sont organisatrices d'événements qui sont très encourageants et qui je ne veux pas du tout dire que c'est le cas de tout le monde, mais effectivement, il y a des institutions culturelles qui, alors parfois, me présentent un peu mon engagement comme une sorte de caprice. Et là, par exemple, sur mon projet d'aller aux États-Unis, c'était très clair dès le départ que je n'allais pas prendre l'avion. Et là, la résidence, pour des raisons en fait, qui sont budgétaires, donc encore une fois, je ne leur jette pas complètement la pierre, mais ça a demandé beaucoup de sacrifices de ma part d'organiser ça, beaucoup de temps qui est encore une fois pas facturé, essayer de trouver un bateau, tout ça. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je demande de décaler un tout petit peu. Et en fait, la résidence ne veut pas être flexible à ce niveau-là. Et en fait, on me dit, mais il y a plein de gens qui rêveraient d'avoir cette opportunité, ce qui est vrai. C'est vrai que c'est une super opportunité de pouvoir faire ce voyage-là. Mais en fait, c'est pas on ne voit pas encore l'aspect force majeure de devoir vraiment changer nos habitudes. Et c'est assez... je veux pas faire ouin-ouin, mais parfois c'est un peu aliénant en fait de porter ce discours tout seul. Et c'est en partie pour ça que ça me fait du bien de participer à des tables rondes pour pouvoir un peu communiquer sur ces sacrifices où c'est dur de tenir tête à des institutions et de dire non, en fait là c'est plus possible, c'est trop tard. En plus je suis plus jeune que tous les gens à qui je parle. Souvent je suis la seule femme dans cette situation-là. Enfin, c'est marrant parce que les interlocuteurs qui veulent pas vraiment changer leurs habitudes sont souvent des hommes blancs. Et voilà, en fait, des fois, c'est vraiment... difficile. Mais renoncer à quelque chose, c'est aussi une source de plaisir. Oui. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Je pense que je me sens... même si là j'ai l'air énervée et tout, je me sens quand même beaucoup plus en phase avec mes valeurs. Je prends beaucoup plus de plaisir à jouer. Alors je ne sais pas combien d'entre vous ont une pratique musicale ou connaissent le programme Recordbox, mais en fait c'est un programme sur son ordinateur pour organiser sa musique. J'ai passé des heures géniales dans le train à faire du Recordbox ou même à faire de la musique. Je pense que c'est beaucoup mieux que dans un aéroport. Et puis ça me permet aussi de passer plus de temps à certains endroits. Je suis allée au Danemark il y a quelques mois où du coup j'ai passé le week-end là-bas et puis rencontrer les gens qui organisent les soirées, ça me fait aussi comprendre. Il y a une vraie démarche d'humilité de passer du temps avec les gens qui m'invitent et à me dire voilà, vous faites des super efforts dans votre ville, avec votre club, et il y a des vraies rencontres humaines qui se font grâce à la lenteur en fait. Est-ce que c'est un sujet dont tu discutes avec d'autres artistes? Est-ce que tu as le sentiment que c'est une prise de conscience ou en tout cas des choix qui se développent?
Je pense que dans le milieu des musiques électroniques, ça se fait peut-être pas à la vitesse à laquelle je voudrais que ça se fasse. Mais il y a quand même une prise de conscience et il y a un discours autour de ça. C'est pas toujours le cas, mais souvent quand ce sont des DJ, c'est des musiciens qui ont peu d'équipement, donc qui pourraient tout à fait en fait. C'est vrai quand on pense à des orchestres, peut-être que ça peut être difficile de se déplacer en train, mais quand on est musicien électronique, surtout une personne comme moi qui n'a pas de différentes habilités, en fait c'est assez simple de prendre le train, donc j'espère que c'est un milieu qui va s'y mettre rapidement. Merci. Rudy, sur les expériences qu'on a pu accompagner, est-ce que toi tu observes des pratiques nouvelles de la part des organisateurs dans l'accueil des artistes et dans leur mobilité, dans la prise en compte de leur mobilité? Oui, il y a des initiatives qui existent. Alors, ça dépend à quel niveau, mais déjà dans la conception d'une programmation, il y a déjà à ce niveau-là un enjeu, parce que forcément, si on programme plus d'artistes locaux ou nationaux, mécaniquement, l'empreinte carbone de la programmation va réduire. On a un festival dont c'est la spécificité, le festival I'm From Rennes, qui a fait justement de la scène locale un petit peu sa carte d'identité. Et après, sur la partie plus transport des instruments et des artistes en eux-mêmes, ils vont également plus loin, puisqu'ils demandent à tous les artistes d'utiliser les transports en commun. Et ils font intervenir une personne en vélo cargo pour chercher les instruments à la gare. Donc vraiment, c'est des déplacements qui sont très peu impactants. Il y a aussi un enjeu sur la partie de la mobilité des artistes, notamment l'enjeu sur lequel les festivals peuvent travailler, c'est également mutualiser la venue des artistes pour faire en sorte d'éviter ce qu'on appelle les one-shots, ou en tout cas le fait que les artistes viennent que pour la date et souvent sur des modes de déplacement plutôt carbonés, puisque justement le besoin de faire une date en un seul coup impose de la vitesse et donc souvent de l'avion. Donc là-dessus, il y a pas mal de festivals qui essaient de travailler dans cette direction-là. C'est difficile de changer les pratiques du jour au lendemain, ça clairement, on en a bien conscience. Nous, ce qu'on essaie de faire dans l'accompagnement, c'est déjà faire en sorte de faire une sorte d'état des lieux de où se situe la programmation en termes d'impact. Donc on plaide pour créer des budgets carbone au niveau des programmations qui pourraient être alignés avec des budgets en euros. Et du coup, ça passe par d'abord une quantification carbone de la programmation, voire même d'un bilan carbone entier du festival. Mais c'est une première étape très intéressante et importante, parce que ça permet de savoir déjà où on en est, et de pas forcément aussi que ce soit uniquement la personne en charge de la programmation qui puisse avoir la main sur le bouton CO2, mais du coup de plus réfléchir en équipe sur le quota de CO2 qu'on veut se mettre, ou au moins sur des objectifs partagés. Par exemple, se dire l'année prochaine, on va plutôt essayer de ne pas dépasser l'empreinte carbone de la programmation qu'on avait cette année. C'est déjà un premier objectif, voire même augmenter en ambition, se dire on va s'aligner sur la trajectoire nationale bas carbone, celle qui est censée nous amener vers les fameux 2 tonnes par an en 2050. Donc cette trajectoire-là, elle impose... Alors c'est vrai que se dire passer de 10 à 2 tonnes à l'échelle individuelle, ça fait peur, à l'échelle individuelle d'ailleurs et de l'ensemble des acteurs économiques, mais c'est... Quand on regarde plus en termes de réduction, ça correspond à une courbe de moins 6% par an. Ça fait un peu moins peur dit comme ça paraît un peu plus réalisable en tout cas. Et du coup, un festival pourrait tout à fait se dire, moi, en tant qu'acteur économique, je m'aligne sur cet objectif commun de la trajectoire nationale bas carbone, et je me dis, d'une année sur l'autre, je vais réduire mon empreinte carbone de 6%. Ça peut être un objectif. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel on essaie de travailler. Il y a d'autres festivals hors Bretagne aussi qui ont expérimenté des choses avec des résultats encourageants. Le festival Sarcus, qui est un festival de musique électronique situé près de Tours, que Noémie connaît bien puisqu'elle y a joué, est un festival qui est engagé sur la partie justement déplacement des artistes, puisqu'ils ont pris le parti de se dire on va programmer exclusivement des artistes qui acceptent de venir sur notre festival en train. Donc dès les premiers contacts avec les artistes, ça arrive sur les premiers éléments de discussion,
c'est on est intéressé pour vous programmer, mais par contre, est-ce que vous accepteriez de venir en train? Donc il y a tout un travail qui est fait de négociation et ça demande beaucoup plus de temps passé sur la partie négoce qui est parfois déjà assez complexe et longue. Mais ça a fonctionné, ils ont réussi à atteindre leur objectif. Je crois que l'année dernière, il y a peut-être une personne pour qui ça n'avait pas fonctionné pour des questions de retard, mais en tout cas, ils étaient quasiment 100% train, malgré une programmation qui était européenne. Ça pose quand même quelques soucis, puisque leur budget lié au routing des artistes avait augmenté de 30% par rapport à l'édition précédente. Forcément, puisque l'entourage des artistes avait tendance à donner les itinéraires au dernier moment, et le train au dernier moment, vous le savez sans doute, ça fait mal sur le budget, beaucoup plus que l'avion au dernier moment. Et déjà le train tout court, ça fait déjà mal, donc forcément. Et aussi parce qu'il y avait des nuitées d'hôtel à prévoir, puisque les temps de trajet étaient plus longs. Donc, en tout cas, voilà, c'est possible, c'est faisable, et c'est encourageant. C'est plus des opérations pilotes, mais qui sont encourageantes. Et on a également un festival adhérent qui qui annule sa clause d'exclusivité pour un artiste, donc ce qui permet d'éviter d'avoir l'artiste qui est programmé par exemple un mois avant sur un territoire. Et ben, ils ne la mettent pas sur le week-end du festival pour permettre justement de mutualiser la date le week-end du festival, puisqu'ils estiment que la concurrence est surtout en fait un festival ou un club ou une salle qui programme un artiste un mois avant, mais ils estiment que c'est pas un danger sur le week-end du festival. Donc je trouve que c'est des adaptations qui sont intelligentes et qui montrent qu'en fait c'est pas tout ou rien, c'est pas revenir à l'âge de pierre, mais plus essayer de re-questionner nos modèles pour essayer de voir en fait sur chaque poste, en l'occurrence le poste artistique, on peut essayer de réduire un petit peu l'empreinte carbone de chaque poste. Je sais pas si tu veux que je parle des circuits courts artistiques aussi. Ouais. C'est une expérimentation qu'on mène avec plusieurs structures nationales que l'on a appelées circuits courts artistiques. Je ne sais pas, c'est la plaquette entourée, cerclée de jaune que vous voyez là. Et donc c'est le début d'un travail, d'une expérimentation pour identifier justement des leviers. Exactement, le point de départ de cette réflexion, c'était de se dire que sur la partie spécifiquement programmation, il y a une marge de progression qui est énorme en termes de réduction de l'impact carbone. Du coup, on a travaillé avec Technopole, Music Declares Emergency, DJs for Climate Action, conjointement pour essayer de joindre nos forces, joindre nos réseaux, pour essayer de voir comment on pouvait réduire cette empreinte carbone spécifique au déplacement des artistes. Donc on a identifié plusieurs leviers. Un des leviers que j'ai mentionné déjà, c'est faire en sorte de travailler déjà sur la programmation dans sa conception, en laissant plus de place aux artistes locaux. Il y a aussi un enjeu culturel au-delà de l'enjeu écologique, bien sûr, sur cette question-là. Et également, on a réalisé une simulation carbone. Donc, on a pris l'outil bilan carbone et on a essayé de comparer 3 scénarios de festivals imaginaires pour comparer l'empreinte carbone de leur programmation avec 3 modèles de programmation différents. Le premier modèle, donc le festival se situe à Lyon. Et dans ce premier modèle, c'est un modèle assez classique de festival avec une grosse partie d'artistes européens internationaux et une petite partie d'artistes locaux nationaux. Donc ça, c'est un peu le scénario comparatif sur lequel un peu on se base en se disant que c'est un modèle qui est quand même bien répandu dans les festivals. Le scénario 2, c'est on garde la même programmation que le scénario 1, mais par contre, on va travailler sur la façon dont se déplacent les artistes. Donc on ne fait pas forcément attention d'où viennent les artistes, on ne change pas la ligne artistique. Par contre, on va vraiment travailler sur les déplacements des artistes en tant que tels, et notamment sur les derniers kilomètres pour les artistes européens et internationaux qui se rendent à Lyon dans ce festival imaginaire. Le Berlin-Paris se fait en avion, par contre le Paris-Lyon se fait en train. Donc on travaille sur les correspondances notamment à Paris, puisque les artistes internationaux passent souvent par Paris pour leur trajet. Et du coup, en travaillant sur ça, en travaillant sur du covoiturage, mais ça impacte beaucoup moins le résultat, et en travaillant sur les transports en commun aussi, mais encore une fois, ça pèse très peu dans le résultat, on arrive à réduire de 25% l'empreinte carbone de la programmation. Et ce qui est vraiment déterminant, c'est les correspondances et faire en sorte que les derniers kilomètres soient faits à Paris. Donc ça, déjà, c'est une première étape qui est accessible à peu près tous les festivals, tous les lieux culturels qui ont une programmation, puisqu'on ne s'attaque pas au cœur du projet. On s'attaque juste à la mobilité de l'artiste. Et dans la simulation, on a essayé également de calculer le temps de trajet supplémentaire que ce changement engendre. Et j'ai plus le résultat en tête, mais c'est vraiment minime, c'est moins de 2 heures de temps de trajet supplémentaire si je ne dis pas de bêtises.
En tout cas, c'est une étude que vous pouvez retrouver sur le site du collectif. Et du coup, il y a quand même un troisième scénario qui est un petit peu plus ambitieux, vers lequel on aimerait tendre, mais pas demain, ce sera plus sur du long terme. Et c'est ce qu'on appelle le scénario des circuits courts artistiques. Et dans ce troisième scénario, on prend en compte l'origine des artistes dès les choix de programmation. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un artiste juste sur le critère artistique, envie de le programmer ou notoriété, mais on va également intégrer des critères de situation géographique de l'artiste. Pas forcément d'origine, puisque l'artiste peut être en déplacement au moment du festival dans une région voisine. Ça peut être un artiste international du coup. Mais par contre, on va vraiment se baser sur des sortes de quotas qui sont à définir évidemment pour chaque structure. Dans la simulation qu'on a faite, c'est 1/3 d'artistes locaux, 1/3 d'artistes nationaux et 1/3 d'artistes internationaux. Et avec ce modèle-là, alors sachant que dans les artistes internationaux, les artistes étaient déjà présents sur le territoire national, on les fait venir en train jusqu'au festival, par contre ils rentrent chez eux en avion. Donc il y a quand même de l'avion dans ce scénario-là. Et le résultat, c'est une division par 6 de l'empreinte carbone de la programmation, en ayant quand même 1/3 d'artistes internationaux. Donc voilà, ça c'est des modèles quantitatifs sur lesquels on se base pour montrer qu'en fait, il y a vraiment quelque chose à jouer dans ces choix de programmation. Merci. On va passer à la mobilité des publics, parce que c'est l'autre grand aspect des questions de mobilité, avec un premier témoignage sur le festival Horizon. Donc c'est un festival que vous connaissez peut-être, qui a lieu pas très très loin d'ici au mois de juin à Landédas, sur la côte. Oui, c'est ça, c'est la 6e édition cette année. Ouais. On commençait en 2017. Donc Franck, toi tu es bénévole, c'est un festival organisé par une équipe et une association et uniquement des bénévoles. Oui, 100% bénévole. Ouais. Et vous êtes un festival qu'on pourrait appeler un festival engagé. En tout cas, vous vous êtes frotté à la question de la mobilité et vous avez testé plusieurs choses. C'est ça, depuis alors essentiellement en 2022, là, on s'est remis un petit peu pas en question. Il y avait beaucoup de choses faites auparavant et puis en 2022, on a commencé à réfléchir sur la venue des artistes. Comment faire pour qu'il soit, voilà, que le bilan carbone soit un petit peu moindre. Donc dans les faits, on n'a pas la main sur leur venue ou pas. Enfin, j'ai vu que dans certains festivals ça se faisait, donc pourquoi pas par la suite. On n'a pas la main, on fait que proposer des trajets en train et puis après c'est eux qui décident. Ce qui se fait, ce sont que les artistes viennent souvent en covoiturage, alors que ce soit entre eux avec les équipes ou alors avec les membres de l'équipe qui sont un peu dispatchés entre Nantes et Rennes. Parce qu'il faut savoir aussi que sur le choix des artistes qui viennent, on essaye d'être à maxima frontalier européen. Ça c'est pour les artistes et pour les publics. Vous avez testé plusieurs choses. Oui. Ouais, donc on a testé pas mal de choses. On veut mettre en place. En effet, pour leur préciser, donc Landédas, il n'y a pas une gare TGV qui arrive à Landédas. Pas encore. L'aéroport est en cours, mais pas la gare. On a testé où on va mettre en œuvre cette année la véloroute. C'est-à-dire qu'on va mettre pas mal de choses en œuvre pour que les festivaliers puissent venir en vélo jusqu'à Landédas. Il y a une véloroute qui est au départ de Brest. Oui, c'est ça, au départ de Brest, ouais. Parce que vos festivaliers, vous avez fait peut-être une enquête publique, sont principalement du Finistère et de Brest. Oui, 69% de Finistériens. Après, c'est la Bretagne et vraiment les régions limitrophes à la Bretagne. À partir de là, on a vu que le point de passage pour la majorité, c'était quand même Brest. Donc on essaye de faire d'un côté avec Brest à pied et à vélo, Badave, avec Canard-Loarn aussi, pour deux associations en fait qui pourraient gérer le passage en vélo jusqu'à Landédas par cette route sécurisée. On mettrait en œuvre un fourgon avec donc forcément il y aura quand même un fourgon pour les bagages. Et puis on a essayé aussi de voir avec les structures de cars pour mettre en place des cars avec des emplacements pour les vélos. Voilà,
ça, sur 2022, vous n'avez pas réussi à le faire. Non, c'est ça. Et on réessaye cette année. En fait, on a des petits blocages, parce que c'est pas encore peut-être dans les mœurs, hein, mais la société de car, pour le moment, ne le souhaite pas, parce qu'elle le fait que l'été, puis que là, on est au mois de juin, donc c'est très très lointain de l'été. Donc, mais on essaye de trouver des solutions alternatives avec peut-être d'autres sociétés de car ou autre chose. Ouais. Donc après, au sein, ça c'est pour l'axe Brest-Landéda. Après, au sein, sur la commune, on a mis pas mal de choses en place aussi, notamment avec un loueur de vélos sur place, donc il nous a prêté 10 vélos, dont 3 VAE, un vélo à assistance électrique, qui servent sur les déplacements, alors surtout pour l'équipe technique. Pour la Sécu, on a ce qui était fait auparavant en voiture pour l'équipe technique, maintenant se fait avec ces VAE. La dizaine de vélos est utilisée pour le ramassage aussi des déchets, parce que tous les matins, il y a un tour du village qui est fait sur le périmètre élargi du festival pour ramasser tout ce qui traîne. Et puis on a mis en place des parkings à vélo sécurisés pour les festivaliers. Et on se rend compte pour le moment que c'est surtout des locaux qui viennent en vélo, en famille. Il faut savoir que le public de l'après-midi, c'est plutôt familial. Et le soir, ce sont plutôt la période 20-35 ans, l'âge 20-35 ans. On a aussi mis en place sur la plateforme Together des systèmes de covoiturage. C'est une plateforme de covoiturage. Ouais, alors on n'a pas eu beaucoup de retours jusqu'à présent. Mais on s'est rendu compte que les festivaliers les plus jeunes viennent en voiture, mais avec des voitures pleines. Ça, de toute façon, il y a le côté financier, il y a aussi le côté SAM. C'est plus simple quand même d'avoir un seul SAM pour une voiture pleine. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui se font et pas mal de petites... même du côté festivalier sans passer par nous, qui se font aussi. On voit qu'il y a un changement de pensée un peu, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Donc jusqu'à présent, on n'a pas de bilan carbone. C'est un des objectifs de l'année, de cette édition-là, d'avoir une base en fait pour savoir ce qu'on pourra en faire par la suite, et aussi une enquête au niveau des festivaliers pour cibler un peu plus d'où ils viennent, la situation géographique, pour pouvoir mettre des actions en corrélation avec leurs besoins. Vous avez aussi un camping. Oui, c'est ça. On a un camping qui est un petit peu excentré pour justement que les festivaliers puissent rester sur les différents jours. Et puis, pareil, sécurisé avec un parking à vélo, pareil, encore une fois. Et on utilise aussi les vélos qui nous ont été prêtés pour faire les rotations jusqu'à là-bas, jusqu'au camping. Merci. On va continuer avec Gwen Potard, donc là pour la direction de la culture de Brest, où également vous avez de la même façon expérimenté, alors sur un événement dont vous avez la maîtrise, les Jeudis du Port, plusieurs actions pour la mobilité des publics. Ouais, c'est ça en fait l'événement. Alors c'est le mauvais modèle d'événement avec une très grosse jauge sur un temps très court et pas de camping. C'est un événement avec sur 3 soirées l'année dernière plus de 100 000 personnes, donc c'est cumulé, donc ça commence à devenir un impact potentiellement important. L'événement a sollicité le collectif des festivals il y a quelques années pour un accompagnement et progresser, et quitte à avoir la main sur un événement en tant que collectivité, essayer d'être bons élèves et d'expérimenter, de tester, d'avoir des retours possibles, et puis pas aller demander des choses impossibles aux acteurs culturels après qu'on accompagne. Donc au moins on sait ce qui marche pas potentiellement, même si les outils de la collectivité permettent d'aller plus loin sur certains sujets. Donc l'année dernière, et puis depuis quelques années, mais l'année dernière il y a eu un gros focus sur les questions des mobilités. Il y a plusieurs sujets. Alors, la question, on en parlait des déplacements à vélo, on n'y croyait pas il y a quelques années, mais à Brest, le vélo est en train d'exploser, il y en a de plus en plus. C'est des vélos électriques pour beaucoup, mais la question d'aménagement temporaire de parking à vélo est un vrai sujet, ça explose et ça sature. Donc la capacité a été en augmentation depuis 2019, et en 2022, ça saturait quand même. Donc il y a vraiment une question de favoriser ce déplacement avec pareil des actions menées avec Brest à pied à vélo sur des convois de vélo et
un accompagnement de cette mobilité-là. On a la chance, quand on est dans une collectivité, de pouvoir agir sur le réseau de transport en commun, même si dans les subtilités, les Jeudis du Port, c'est la ville de Brest, le réseau de transport, c'est Brest Métropole, et donc c'est un délégataire RATPDF qui gère le réseau pour tester des navettes spécifiques, des décalages d'horaires de fin du réseau adaptés aux horaires de spectacle et adapter les horaires en fonction aussi des horaires du réseau, puisque vous imaginez bien que décaler des navettes, c'est un impact tout bête de ressources humaines, de chauffeurs à décaler, à faire travailler la nuit. Donc du coup, c'est pas anodin, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il y a des gens derrière qui travaillent, donc on va pas leur demander de faire des horaires comme ça, alors que le lendemain matin, il y a ceux qui vont au travail et qui ont besoin aussi du transport quotidien. Donc adapter les horaires des spectacles aussi en fonction de ça pour pas avoir trop d'impact, mais quand même trouver le juste milieu là-dessus. Donc ça, c'est des choses qui ont un vrai impact. Et puis il y a eu d'autres tests, alors qui sont moins impactants. Il y a des applications dont vous avez peut-être entendu parler, la WIP de copiétonnage, de convoi à pied pour rentrer et se sentir en sécurité. C'est plutôt une application pour se rassurer et puis alerter qui peut être utilisée dans les transports en commun et qui peut déclencher un signal d'alerte quand on est harcelé, agressé, embêté. Et ça sert aussi au copiétonnage. Donc pour l'instant, là, les retours là-dessus ne sont pas exceptionnels, mais voilà, on est au début. Donc c'est des choses qui sont mises en place par le réseau de transport en commun autour globalement des mobilités douces. Il n'y a pas que le bus et il n'y a pas que le tram. Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'on teste. On a aussi testé une autre plateforme de covoiturage qui s'appelle WestGo, alors qui a été produite, payée par des opérateurs publics pour s'affranchir des plateformes privées, des Blablacar et autres. Donc constat que ça ne fonctionne pas encore autant qu'on voudrait, mais voilà, on a des pistes d'action pour essayer de le promouvoir là, à l'échelle d'une direction culture par la suite. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut tester sur l'événement, sur les mobilités. Puis je pense, bon après on a tous les outils de communication aussi, je pense à ce qui a été dit tout à l'heure sur les questions d'exclusivité. On est en train de bâtir la programmation de l'événement pour 2023, et là où avant, il y a une dizaine d'années, il y avait un souhait que cet événement ait aussi un peu son identité avec pas les mêmes groupes qu'on retrouve partout en tournée dans le coin, donc des notions un peu d'exclusivité, et on n'y est plus du tout quand les partenaires avec lesquels on travaille sur la programmation nous demandent est-ce que c'est gênant s'ils jouent à Morlaix ou voilà, on est évidemment non, ça fait partie de la logique très actuelle. On est même en travail pour faire des séries de dates. On a des projets, on a cet événement, et puis on a des événements qu'on produit sur les quartiers en proximité là l'été. Et du coup, plutôt que les faire les 3 jeudis du port, par exemple, de l'année dernière, et le vendredi, il y avait des événements, on essaie d'avoir des programmations communes, et même on se l'impose pour faire que c'est pas une date, mais c'est 2. Voilà. Bon, ça, c'est des petits détails, mais mine de rien, des one-shots, surtout en art de la rue, où on n'est pas sur la capacité de venir avec une platine ou avec sa guitare. On est avec des smirmorques qui suivent des fois, donc faire 2 dates et pas une, ça a un vrai impact en termes de bilan carbone. Dans vos 2 témoignages, on voit bien en commun cette question que ça demande du temps. Quand vous expérimentez des circuits de copiétonnage ou de co-vélo, en effet, la première année, c'est pas forcément très satisfaisant, ou en tout cas ça déplace pas les foules, donc ça demande du temps. Il y a aussi cette question de la sécurité, comment en fait on se sent en sécurité pour à toute heure du jour, mais surtout de la nuit, peut-être se déplacer en vélo ou à pied, où est-ce que l'on met ses affaires. Et puis cette question du partenariat, c'est vrai que souvent, en effet, avoir peut-être un parking vélo sécurisé avec une association qui sait gérer ça, qui peut peut-être mettre également en place un atelier de réparation de vélo, pourquoi pas ça. Donc ça, c'est des points communs que l'on retrouve en tout cas en général dans les initiatives. Pour poursuivre sur la ville de Brest, parce que la ville de Brest est un organisateur, mais pas qu'un organisateur. En effet, vous êtes aussi en relation avec les associations et les organisateurs culturels du territoire.
Est-ce que vous avez un regard particulier sur les démarches de transition écologique et de mobilité des organisateurs? Est-ce que vous leur demandez d'utiliser certains dispositifs? Comment vous abordez le sujet aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas d'injonction et d'obligation. On n'est pas sur une conditionnalité à une subvention, à la mise en place d'une action spécifique sur ces sujets de transport, par exemple, ou de mobilité. Par contre, il y a un regard, ça fait partie des critères d'analyse des subventions, mais comme il y a un regard sur la question de la prise en compte des actions sur la parité, sur le handicap, voilà, ça fait partie de tous les critères, le faisceau de critères qu'on essaie d'analyser au-delà du projet artistique, pour se dire si on doit différencier deux projets, il y a évidemment le projet et sa pertinence, voilà, et puis il y a tous les autres critères qu'on regarde. Donc on n'en est pas à l'obligation, on en est plutôt à la sensibilisation et à l'accompagnement, voilà, sur ces sujets-là. Quand je parlais de tester des choses avant de l'imposer aux autres, on ne va pas leur dire à tout le monde mettez en place des actions de covoiturage, vous allez voir c'est super, ça marche. On sait très bien que c'est compliqué pour l'instant, donc avant d'avoir des résultats très précis là-dessus, il faut être un peu réaliste. Juste pour cette question de Westgo par exemple, je pense qu'on va tenter, parce que du coup ça peut être l'endroit où une collectivité ou une direction culture qui est en lien avec tous les acteurs culturels peut agir pour entraîner le collectif, c'est de remplir, je pense qu'on va vraiment essayer de le mettre en œuvre pour la rentrée prochaine, mais de prendre tous les événements de la rentrée culturelle et de remplir tous les événements sur cette plateforme Westgo, sur lesquels les gens communiquent, mais pour l'instant comme le contenu n'est pas très à jour, ça incite pas spécialement les acteurs à l'utiliser, c'est de favoriser, mettre en capacité les acteurs à se dire c'est bon, c'est rempli, je peux communiquer dessus, et que d'un seul coup, si tous les acteurs se saisissent de cet outil-là pour communiquer collectivement, ça deviendra peut-être un réflexe plus facile, et après on pourra dire vous avez vu, ou ça marche pas, et donc dans ces cas-là on arrête, il y a un changement ou on le fait différemment. Qui est long. Voilà, c'est ça. Mais on n'est pas à l'injonction, on n'est pas à l'obligation, on est plutôt à l'entraînement. Voilà. Merci. Sur cette question des publics, Rudy, là on a également une longue liste de festivals à avoir mis en place. Alors il y a des actions qui ont déjà été évoquées, mais il en existe d'autres également? Oui, j'en ai listé quelques-unes pour illustrer les bonnes initiatives qui ne sont pas toutes reproductibles. Ça dépend évidemment des contextes territoriaux, des leviers qui sont à la disposition des organisations. Le festival AROC à Saint-Brieuc met en place un partenariat avec la Tube, qui est la société de transport de l'agglomération, pour la mise en place de 8 circuits dédiés à ramener les festivaliers chez eux après les concerts. Donc ça commence à 2h30 du matin. Et organise également, donc on a parlé du vélo, une vélo parade le dimanche avec une association de promotion du vélo, une association locale de promotion du vélo. Et sur la partie circuit de bus, c'est un levier vraiment important sur la partie réduction de l'empreinte carbone que je me suis amusé à calculer. Donc il y a 24 bus qui ont un taux de passagers, un nombre de passagers assez important, puisque c'est 55 passagers en moyenne par bus, alors qu'à l'échelle nationale, on est plus en ville sur 10 passagers par bus. Donc c'est un bon remplissage. Et du coup, ces kilomètres parcourus en bus, ils émettent 13 fois moins que si le festivalier ou la festivalière avait pris sa voiture. Donc un levier encore une fois énorme. Et 5 fois moins que si le festivalier ou la festivalière était venu en covoiturage. Donc c'est pas faisable partout, mais en tout cas ça montre que en dialoguant et en travaillant ensemble avec la collectivité, un organisateur d'événements peut vraiment mettre en place des actions qui sont importantes en termes de réduction carbone. Et la partie vélo parade, je la mentionne parce que je la trouve intéressante. Ça permet aussi de rendre le vélo fun, et notamment pour les personnes qui ne sont pas habituées à la pratique du vélo. En fait, en créant un événement joyeux, convivial, musical, ça met un coup de projecteur sur le vélo. En plus, c'est un itinéraire qui se baladait dans la ville avec de la musique, donc il y avait un vrai effet waouh qui se faisait. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient là qui ne faisaient pas forcément du vélo tous les jours, donc ça permet aussi de démocratiser cette pratique.
Un autre exemple, c'est celui du festival Coucoul, situé près de Tours aussi, enfin aussi parce que j'ai parlé de Sarcus tout à l'heure, qui fait payer le parking pour les personnes qui sont moins de 3 par voiture. Donc en gros, les personnes qui covoiturent pas assez. Donc c'est une forte incitation qui est, je trouve, assez bien faite, puisqu'en parallèle, ils mettent vraiment le paquet sur les solutions pour faciliter la pratique du covoiturage. Donc ils utilisent aussi la plateforme Together, qui est utilisée par le Festival Horizon. Et à chaque poste de communication sur le festival, que ce soit dans le mailing, que ce soit sur le réseau, il y a toujours ce lien qui apparaît. Du coup, on ne peut vraiment pas manquer l'info. Et pour l'avoir utilisé, c'est effectivement assez incroyable parce qu'il y avait beaucoup de villes de France qui étaient représentées. Et c'était facile en fait. Moi j'étais conducteur, c'était facile pour moi de trouver des passagers. Et le passager que j'ai pris, pareil, il a pas du tout eu de difficulté à trouver un conducteur. Donc je trouve ça bien fait d'avoir à la fois le bâton pour ceux qui ne font pas d'efforts, mais aussi quand même de proposer des solutions qui permettent d'y arriver. Autre initiative inspirante, le festival Château Perché, qui est un festival de musique électronique sur 4 jours qui a lieu en Auvergne, festival rural, qui arrive à atteindre des très bons chiffres sur la part des festivaliers qui viennent en navette. Ils ont atteint 65% sur leur édition de 2021 et objectif cette année 70%. Grâce à une logistique navette qui est vraiment impressionnante. On a fait intervenir Agathe Breton qui a mis en place le dispositif. Donc on l'a fait intervenir sur un atelier qu'on a dédié à la mise en place de navettes pour les festivals. Et son témoignage était assez impressionnant. Ils mettent les moyens tout simplement. Il y a beaucoup de temps de travail qui est dédié à cette action. Avec un gros travail de recherche, de prestataires aussi, de recherche de villes où il est pertinent de faire partie des navettes ou pas. Et du coup, j'ai essayé en écoutant l'enregistrement de cet atelier, on va produire une ressource qu'on publiera sur notre site. Mais en attendant, je peux déjà vous donner un petit peu les clés de la réussite de ce dispositif. Déjà, elle travaille, Agathe, à choisir les itinéraires où un départ en navette est pertinent. Et notamment les villes où le train est beaucoup trop cher pour venir jusqu'au festival. Ou alors où il n'y a pas de train tout simplement. Il y a également un travail qui est fait au niveau du ciblage des festivaliers et festivalières avec des filtres qui sont mis dans les statistiques de billetterie pour identifier les bassins de population d'où viennent les festivaliers et du coup mettre en face un nombre de navettes qui correspond. Beaucoup de travail sur les réseaux sociaux dans les deux sens, à la fois pour donner l'info mais aussi pour prendre l'info. Ils répondent régulièrement aux festivaliers qui demandent des navettes de certaines villes pour savoir si c'est intéressant ou pas d'en faire partir. Et dans l'autre sens, ils publient régulièrement des rappels pour rappeler qu'il y a des navettes, qu'il faut y penser. Et également, ils ont fait une petite étude carbone sur l'intérêt écologique de cette démarche. D'ailleurs, il y a une personne qui est présente dans la salle qui a fait un mémoire sur le lien entre les comportements sociaux et les pratiques festivalières. Je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, oui. Tu pourras peut-être en parler tout à l'heure au moment du question-réponse, mais j'ai trouvé intéressant le résumé de ton mémoire qui montre en fait que les comportements des festivaliers, ou d'ailleurs les comportements quotidiens des personnes, ne sont pas forcément écologiques quand il n'y a pas d'informations sur le potentiel réel de l'action. C'est-à-dire en gros, on ne prend pas une navette si on n'a pas conscience que ça émet 13 fois moins de CO2. On va prendre sa voiture parce qu'en fait on ne comprend même pas forcément l'intérêt écologique derrière. Donc il y a aussi une dimension là, de sensibilisation et de montrer en fait voilà, on vous propose cette solution mais c'est qu'il y a une raison, c'est qu'en fait ça vous permet de réduire significativement votre empreinte carbone. Et je finis en la citant parce qu'elle disait en fait il faut tout simplement oser. Et effectivement c'est assez ingrat, notamment la partie navette, puisque les premières années, c'est pareil pour les parkings à vélo. Les premières années, en fait, on les met en place et puis il n'y a personne qui prend la navette, les navettes sont vides, ou alors le parking à vélo est vide. Mais en fait, c'est normal parce que les comportements mettent du temps à changer. Il faut le voir pour déjà se dire « Ah, il y a une navette ». Et la communication virtuelle ne suffit pas toujours, il faut le voir pour le retenir. Et du coup, faut oser. Et parfois, ça ne marche pas, mais il ne faut pas se décourager et essayer d'apprendre de ses erreurs pour peaufiner le dispositif. Merci. On va
on va conclure en tout cas pour ce premier tour d'intervention avant vos questions sur notre rôle et nos responsabilités. Peut-être d'abord Gwen, pour une collectivité. Alors, le micro peut on le voit là, en fait, la mobilité, c'est énormément lié en fait à des politiques d'aménagement du territoire, à des politiques d'urbanisme. Et pendant très longtemps, ces politiques-là, elles ont été quand même principalement tournées autour de déplacements, domicile-travail. Et on sait que les acteurs culturels, mais comme les acteurs du tourisme, n'en ont pas forcément bénéficié. Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs de l'urbanisme, de la mobilité, prennent plus en compte les besoins et les modes de fonctionnement et de consommation, si on peut dire ce mot-là, de la culture? Alors, ça va être difficile de généraliser, mais avec 2-3 exemples, je pense qu'on peut l'illustrer. Et alors, je peux dire oui, parce que du coup, à travailler avec des collègues qui travaillent sur l'aménagement urbain et l'aménagement métropolitain, on est sollicité en tant que direction culture pour faire partie des groupes de travail, échanger sur les aménagements futurs de quartier ou de dessertes de quartier. La Carène, elle a 15 ans, elle avait été implantée là pour être un peu en marge avec des terrains vagues tout autour et du stationnement en se disant comme ça on sera tranquille, et c'était ça le mode de transport pour venir dans ce genre d'équipement. Des équipements plus récents construits par la métropole ou par la ville. Je pense aux ateliers des Capucins qui sont un bon exemple. C'est un équipement à vocation culturelle. Le premier qui a ouvert dans les ateliers, c'est la médiathèque, qui est peut-être la plus fréquentée de Bretagne, avec des pics quand même à 3 à 5 000 personnes par jour à venir dans une bibliothèque, donc c'est quand même assez conséquent. Ça a été implanté là avec tout de suite la question d'avoir une desserte. Alors c'est le téléphérique, ça fera peut-être sourire certains, mais il y a le téléphérique et il y a le tram de l'autre côté, c'est-à-dire que c'était pas concevable d'avoir un équipement comme celui-là sans desserte de transport en commun. L'Arena, c'est pareil. Si l'implantation de l'Arena a été choisie sur un arrêt, si je m'éloigne un peu, je prends l'antipode à Rennes, il n'y a aucun parking de voitures conséquent qui a été construit autour. Par contre, c'est sur la ligne de métro. Donc c'est aujourd'hui construire un nouvel équipement ou, comme à Brest, là, actuellement, aménager un réseau de transport en commun avec des nouvelles lignes. Le choix du tracé n'est pas anodin et prend en compte aussi la partie loisirs et hors travail, effectivement, avec le trajet domicile-travail. Il y a un plan de déploiement du vélo à Brest qui tient compte de déployer des accroches de vélo autour des lieux de loisirs. Et voilà, c'est pris en compte, quoi. Après, on ne va pas toujours dire que c'est jamais assez, mais ça fait partie des réflexions aujourd'hui. Et la direction de la culture a pu être à l'initiative aussi de la mise en place de groupes de travail entre acteurs culturels et acteurs de la mobilité, en tout cas de l'aménagement, dans le cadre d'un projet européen. En tout cas, vous avez expérimenté aussi en jouant ce rôle d'intermédiaire. Oui, alors c'est un projet européen qui est porté par la direction de l'écologie urbaine, donc elle existe sur la métropole. C'est un projet qui s'appelle Tomorrow. Il y a pas mal d'acteurs culturels qui ont, à un moment ou un autre, contribué à ce projet. C'est comment appliquer la réduction par 4 des gaz à effet de serre entre 90 et 2050. À la base, c'était les premiers plans climat de la métropole. Et donc du coup, ce projet européen qui est monté avec 6 villes de même taille à peu près en Europe que la ville de Brest, avait pour projet d'expérimenter des manières d'entraîner le public et les acteurs dans cette logique de réduction des gaz à effet de serre. Et donc il y a des regroupements d'acteurs, de publics, d'individus qui se sont faits autour de ces questions-là. Et donc la direction culture a animé un temps une coalition, ça s'appelle des coalitions dans le projet européen, autour de l'événementiel au sens large, donc avec la direction culture, la direction des sports, mais Brestem, la Carène ici, je crois qu'Astropolis était dedans à un moment aussi. Et donc il y a eu un groupe qui a émergé de ça, avec des choses hors mobilité, mais comment faire que les prestataires du spectacle vivant aillent aussi dans des démarches vertueuses de réduction de leurs émissions, et puis un groupe sur les mobilités pour réfléchir ensemble sur ces questions-là. Merci.
Frédéric Jean, du point de vue de la recherche, des chercheurs, quel est le rôle des chercheurs dans cette transition écologique? Ouf, vaste question. Bon, il faut d'abord poser le fait que ça fait 40 ans que les chercheurs font leur travail sur ces questions, qu'ils alertent, qu'ils disent ce qui va se passer. Et depuis 40 ans, toutes les prévisions qui avaient été posées se sont avérées justes les unes après les autres. En fait, le travail qui est fait à l'heure actuelle sur les grandes modélisations, sur le travail autour des scénarios du GIEC, dont vous avez déjà entendu parler, en fait, ça permet de réduire les incertitudes. Autrement dit, la marge d'erreur, quoi, si vous voulez. Mais les courbes qui ont été produites dans les années 80, c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, il n'y a pas de mystère. Enfin, il y a de la physique derrière. C'est pas aussi compliqué que ça peut le paraître. Voilà. Et donc, ça marche. Ouais. Des systèmes conservatifs, ça fonctionne. Voilà, point barre. Alors, on alerte. OK. Donc, ça, déjà, quand même, c'est notre travail. C'est ce pourquoi on est payé, quoi. En quelque sorte. Enfin... Alors après, c'est extrêmement compliqué pour les scientifiques, là, à l'heure actuelle, et ça me surprend toujours, hein, un petit peu, j'avoue, de se positionner en termes de recherche de solutions. Je rappelle quand même que les scientifiques font de la recherche aussi opérationnelle sur la recherche des solutions. Ça paraît compliqué pour les gens dans le public, ça. Mais les derniers rapports du GIEC, c'est des propositions de solutions. C'est pas juste le constat que oh, ça va pas, ça se dégrade, ça se réchauffe, on perd ceci, on perd cela. Non, c'est des propositions de solutions. Et qui sont issues de travaux scientifiques sur des bases bien assises et qui permettent, on peut se dire a priori qu'on doit pouvoir faire confiance aux scientifiques qui proposent ces solutions-là, puisque c'est issu de la communauté mondiale. Et puis, sur l'autre volet, je vous rappelle qu'ils ne se sont pas gourés. Hein. Enfin, ils n'étaient pas complètement à côté de la plaque jusqu'ici. Donc, quand ils proposent des solutions et quand ils évaluent l'efficacité de ces solutions, on peut peut-être les écouter. Voilà. En clair, la solution la plus efficace, ce n'est pas forcément d'inventer une pompe à CO2 qui va sauver la planète en l'enfouissant au fond de la Terre ou je ne sais pas quelle connerie, quoi. Voilà. Parce que ça existe. Ça existe. Il y a des startups qui sont financées avec des milliards pour évaluer ce genre de trucs, alors qu'il y a des solutions beaucoup plus simples. Hein. Entretenir la biodiversité, foutre des plantes partout. Voilà, ça marche. Arrêter de foutre de la merde partout dans l'océan. Voilà, ça fonctionne. On sait que ça, c'est des solutions qui fonctionnent. Donc on propose des solutions qui sont relativement simples, applicables, déclinables, un peu partout dans le monde. Alors après, derrière la question que tu posais, je me demande s'il n'y a pas une idée de, bon, alors qu'est-ce que vous faites de plus que ça, quoi. Ok, bon. Alors là encore, ça me surprend un peu toujours. C'est-à-dire que, en fait, sur ces questions qui sont des questions éminemment politiques, elles sont devenues des questions éminemment politiques. Vous l'avez entendu pendant ce débat cet après-midi. Hein. Je voulais te dire, Noémie, que c'est toi qui as raison. Faut tenir. C'est toi qui as raison. C'est-à-dire que si le train est plus cher que l'avion, c'est pas normal. D'accord ? Le train plus cher que l'avion, c'est une débilité. C'est un truc de débile mental, mais littéralement, politiquement. C'est un truc d'imbécile. Et ça, les scientifiques le disent aussi. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est vrai. C'est un truc de débile mental. Il faut être un idiot complet, à l'heure actuelle, pour, dans un pays développé, décider que l'avion va être moins cher que le train. C'est de la connerie pure.
Donc ça, quand on est scientifique, on peut quand même le dire, parce qu'on a des chiffres qui permettent de l'affirmer. Ouais. C'est compliqué pour les scientifiques de se positionner en termes de militantisme autour de toutes ces questions, en fait. C'est assez bizarre, parce qu'elles se sont très politisées, et parce que ce sont des questions éminemment politiques. C'est assez marrant parce que, par exemple, il y a des très grands scientifiques dans l'histoire de l'écologie, par exemple, qui se sont positionnés scientifiquement sur des travaux consistant à étudier le fonctionnement des systèmes naturels, et qui très rapidement se sont positionnés comme des militants de la protection de la nature. Et ça ne les a pas empêchés d'être des bons scientifiques. Et pour autant, ils avaient une position politique qui s'opposait à la dégradation d'espaces naturels ou de fonctionnement de systèmes naturels, etc. Et on le leur reprochait un petit peu, mais pas comme on a tendance maintenant à stigmatiser les scientifiques qui s'engagent aux côtés d'une jeunesse, par exemple, qui milite contre justement l'inaction politique autour du changement climatique. Donc c'est assez marrant, on voit bien que c'est devenu une question très très politique et en fait ultra sensible. Et elle n'est pas ultra sensible pour rien, elle est ultra sensible parce que tout le monde sait bien que les systèmes politiques actuels tels qu'ils sont en train de s'organiser, à envoyer des écrans de fumée avec qui une réforme des retraites, qui une réforme de ceci ou de cela, sans s'occuper des vrais problèmes qu'il y a derrière, c'est des écrans de fumée, quoi, en gros. Et donc, évidemment, des scientifiques qui se positionnent politiquement autour de ces systèmes-là, ça crée forcément des tensions, et c'est difficile pour les scientifiques de se positionner politiquement. J'ai eu énormément de collègues qui auraient du mal à vous tenir les propos que je vous tiens, tels que je vous les tiens là aujourd'hui. Je laisserai Gwen répondre, mais pour préciser, il me semble que maintenant on dit AOM, depuis la loi LOM sur les mobilités, donc c'est les autorités organisatrices de la mobilité, mais bon, c'est voilà. Est-ce que Gwen... le micro est là, pardon. Merci du cadeau. Je peux dire que oui, en fait, il y a des discussions. Après, la question de la prise en compte réelle des enjeux, parce que ça revient à ce que tu disais. En fait, il y a la question politique aussi qui vient derrière ça. Il y a des sensibilités différentes en fonction des sujets, et il y a une obligation de discuter. Là, si je prends pour avoir vu là techniquement et en dehors de tout choix politique le futur réseau brestois suite à l'implantation de la ligne de bus et la ligne de tram, il y a tous les pôles multimodaux qui sont prévus, qui sont négociés, qui sont discutés avec la région, le département, comment on connecte le réseau de transport de la métropole avec celui du département et avec celui de la région. Tout ça, c'est discuté avec la SNCF, comment le pôle gare s'intègre dans ce réseau de transport en commun. Chacun paye sa part, il y a une question financière derrière, donc du coup, évidemment, ça discute, mais... est-ce que c'est l'intérêt écologique qui prime ça, je ne saurais pas dire à cet endroit-là. Alors, au sein de l'Andeda, sur la commune, là, au niveau de la mairie, suit quasiment toutes les demandes du festival pour mettre en œuvre toutes les actions qui pourraient paraître écologiques. Il y a vraiment un réel suivi de la municipalité sur ce festival-là. Rudy ? Oui, une info aussi qui pourra servir aux orgas de festival pour avoir échangé avec la SNCF et la région sur justement la problématique des déplacements des publics. La réponse qu'on a eue au niveau de la région Bretagne, c'est que les organisatrices de festivals pouvaient faire des demandes de renforcement ou même de création de lignes de cars temporaires, mais que le train n'avait pas vocation à être développé sur la question festival. Donc ça, c'est déjà aussi une info intéressante à savoir. Pareil pour la multimodalité vélo-train ou vélo-car. C'est pas du tout un objectif politique, en tout cas en termes de politique mobilité, c'est pas un combo qui est viable pour des questions de limite d'infrastructure. Les trains n'ont pas assez d'emplacements vélo, pareil pour les cars. Donc ils le développent sur les temps d'été, comme Franck l'a dit, pour le vélo-tourisme. Mais sinon, ce n'est pas une solution de mobilité en soi de prendre son vélo dans son train ou de prendre son vélo dans le car. Donc
faut pas compter dessus. En tout cas, c'est pas du tout une orientation stratégique au niveau de la région. Par contre, ils espèrent que ce soit plus au niveau des gares que pour faire les derniers kilomètres, les agglomérations proposent des vélos. Et du coup, on pourrait imaginer que les festivals négocient avec leurs agglos pour la mise en place de prêts de vélos pour que les festivaliers à la sortie des gares puissent emprunter un vélo, ou alors le renforcement ou la création de stations de vélo éphémères sur le modèle des Vélib. Certaines villes le font, des stations de vélo qui sont sur remorque et qui du coup peuvent être déplacées sur des lieux éphémères. Donc en termes de mobilité, d'articulation vélo, autre mobilité, c'est plus là-dessus qu'il faut jouer que vraiment miser sur le combo vélo dans le train ou vélo dans le car, parce que c'est pas une orientation qui est prévue. Et globalement, j'ai l'impression, mais je me trompe sans doute parce que ça dépend énormément des contextes territoriaux encore une fois, mais je dirais qu'il ne faut pas trop en attendre des collectivités. Il faut essayer de pousser, il faut s'affirmer, essayer d'en avoir le plus possible, mais il ne faut pas non plus en attendre trop. Et c'est important aussi d'expérimenter des solutions en interne en mettant ses propres moyens sur la table, même si évidemment il y a des questions de budget qui se posent rapidement. Mais il faut essayer d'avancer des deux côtés, faire du plaidoyer au niveau de sa collectivité, de ses collectivités, mais aussi expérimenter avec ses propres moyens pour essayer de développer des mobilités alternatives. Et il y a des solutions qui sont vraiment pas chères, qui coûtent même parfois rien. Je le répète parce que c'est un levier vraiment important, mais qui pour l'instant n'est pas encore trop développé, sur vraiment spécifiquement la communication sur le covoiturage. Il y a une marge de manœuvre qui est énorme parce que aujourd'hui, ce qui limite la pratique du covoiturage pour aller en festival, c'est justement la difficulté de trouver un chauffeur ou un passager. Et pourtant, en mettant vraiment le paquet dessus, il y a des festivals qui arrivent à avoir des statistiques vraiment intéressantes là-dessus. Voilà. D'autres questions? Oui. Alors, le micro est chez Maëlle. Moi, c'est peut-être juste une remarque sur, effectivement, c'est une minorité, mais je pense que c'est important d'en parler et de prendre ça en compte aussi. C'est que quand on parle de vélo, quand on parle de covoit, quand on parle de marcher à pied, il y a toute une population qui ne peut pas le faire, soit parce qu'elle est en situation de handicap, soit parce qu'on est sur des personnes qui sont un peu plus âgées, qui n'ont pas forcément de smartphone, qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, tout ça, tout ça. Je ne sais pas dans quelle mesure, je pense que ça dépend vraiment des festivals. Je pense que voilà, on est entre un festival électro et un Fest-Noz, voilà, c'est pas les mêmes populations. Mais pour autant, je pense que c'est important d'y réfléchir aussi, que quand on parle d'accessibilité, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de prendre un vélo et même s'il est électrique. Et voilà, c'est juste une petite remarque comme ça. En effet, et de la même façon, quand on travaille sur la mobilité, mais ça a été dit, hein, on voit bien, nous, la différence entre accompagner un festival ou un lieu en milieu urbain, avec des infrastructures, des dispositifs, et en milieu rural, sans gare, sans ligne de bus. Oui, c'est pas la même chose. Hein. D'où un travail sur le covoiturage. En fait, voilà, pour certains festivals, le travail, il est principalement sur le covoiturage, parce que de toute façon, le déplacement se fera en grande partie en voiture. J'ai quelque chose aussi à ajouter vers le covoiturage. Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, mais j'ai vu une idée comme ça, que dans le festival, de mettre un stand en fait, pour promouvoir le covoiturage et en fait, d'inciter en fait, les personnes à faire du covoiturage pour rentrer chez eux et de pouvoir, les personnes qui ont une voiture mais qui cherchent des personnes, pouvoir mettre leur nom et puis se présenter et puis je sais pas, boire une bière ensemble pour se connaître un peu aussi et pour se sentir sécurisé aussi, de se dire je peux rentrer avec cette personne-là elle a l'air réglo, bien, et ça peut aussi faire une nouvelle rencontre. Et c'est vrai de faire un stand vers la sortie sur le covoiturage et aussi sur la prévention d'alcoolisme et tout ça en même temps. Je pense que ça peut être aussi une bonne idée pour promouvoir en fait le fait de faire du covoiturage. Oui, tout à fait. L'idée du mur de petites annonces de covoiturage, ça marche bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines personnes qui
vont avoir aucune difficulté à venir avec une personne, mais par contre qui sont pas sûrs de pouvoir rentrer avec une autre et du coup qui vont plutôt prendre leur voiture par sécurité. Mais si on peut se dire que je vais au festival, je me débrouille, j'y vais avec des amis, et dans tous les cas je trouverai une solution pour le retour, ben, c'est aussi un levier important pour la pratique du covoiturage. Il y a des festivals où je ne me pose même pas la question comment je vais rentrer parce que justement je sais que je trouverai quelqu'un et du coup ce genre de dispositif ça facilite. Ça marche plutôt, en tout cas ça a été expérimenté plutôt sur les petites jauges, mais pour en discuter avec certains gros festivals, ils y réfléchissent et comme tu le dis avec cette plutôt animation avec un stand, parce que sur des festivals à plusieurs milliers de personnes, un mur de petites annonces ça partirait vite en vrille je pense. Il y aurait des beaux dessins, des choses comme ça, mais c'est pas le but. Mais du coup effectivement avoir une animation c'est une très bonne idée. Oui. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que l'on clôture là et vous pouvez poser peut-être des questions avec nos intervenants s'il reste encore un petit peu. Merci en tout cas à la Karen pour l'accueil, c'est toujours très agréable. Merci à nos intervenants pour vos propos et le travail de préparation très agréable avec vous. Et merci aux participants et à tous ceux qui réécouteront cette table ronde. Et un grand merci à Astropolis, qui a toujours plein de bonnes idées et avec qui on travaille depuis de nombreuses années en bonne intelligence. Et c'est toujours très chouette. Merci Madeleine.